je vais vous faire une présentation un peu transversale de la chose, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ça peut être très long, la diététique chinoise. En ce qui me concerne, j'ai acquis le principal de mes connaissances auprès de Philippe Sionneau, qui est peut-être la personne la plus connue dans le domaine sur la France. J'ai fait un cursus avec lui d'une année complète en 2008-2009. Et depuis, j'ai appliqué ces principes plus ou moins intensément, enfin, mais régulièrement en tout cas, et aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Voilà. Et je continue de creuser mes connaissances et d'affiner, surtout de les affiner au fur et à mesure de mon expérimentation. Alors, pourquoi j'ai souhaité vous parler de diététique chinoise à vous déjà, et puis en ce moment, c'est parce que j'ai fait plusieurs constats. En fait, depuis un certain temps, je regarde un peu mieux ce qui se passe et je constate que depuis plus de 10 ans que j'applique la diététique, à la fois pour moi et à la fois en cabinet, j'obtiens des résultats qui sont largement positifs et aussi qui sont durables. En tout cas, durables dans la mesure où les gens se prennent un petit peu en charge, font un peu attention, mettent en place au fur et à mesure certaines choses et surtout se placent en observateur d'eux-mêmes. Donc, c'est un résultat que j'estime positif, vraiment positif. Ensuite, euh, parlons des atouts de la diététique chinoise. Pour moi, c'est une diététique très adaptable, ce qui la rend facile. Elle est complémentaire, on peut l'associer à beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres soins, beaucoup de façons de faire. Pour moi, elle est vraiment empreinte de bon sens surtout. Un bon sens que l'on a perdu quand même au point de vue de notre alimentation au fil du temps. Et ensuite, pourquoi à vous, qui je pense pour la plupart être soit praticien, enfin spécialiste en shiatsu ou en études de shiatsu ou enseignant, c'est parce qu'en fait, les bases de la diététique chinoise donc, sont celles de la médecine chinoise, puisque c'est une branche de la médecine chinoise, et que de ce fait, on se rapproche des connaissances théoriques et des valeurs théoriques du shiatsu. Donc ça, c'est une facilité pour nous afin de comprendre le système et de le mettre en place plus facilement. Autre point, c'est que finalement, j'ai des séances complètes en diététique chinoise. Les gens viennent pour des séances uniquement de diététique chinoise. Mais pendant mes séances de shiatsu, je donne souvent des conseils quand même. Parce que je me suis aperçue que certains états n'avançaient pas bien si on ne donnait pas des conseils sur cette notion de comment manger ou comment varier, comment adapter mieux son alimentation. Et à ce moment-là, on a une avancée beaucoup plus grande des résultats en shiatsu. Et puis, c'est un excellent outil aussi de prévention et de régulation, et donc une ressource précieuse pour entretenir sa santé. Car, comme le disait le cuisinier Yi Yin, un cuisinier d'un empereur, creuser un puits quand vient la soif et fabriquer des armes quand la guerre commence, n'est-ce pas un peu tard? Alors, j'enchaîne sur le fait, du coup, les deux axes de la diététique chinoise. Il y a deux grands axes qui sont, premièrement, la diététique préventive et la diététique, secondement, la diététique curative. La diététique préventive, elle est plus simple. Elle concerne nos repas du quotidien, des repas simples plutôt, des repas familiaux, et elle est propice à entretenir la santé. Les grandes règles qui la composent sont applicables pour quasiment tout le monde,
en tout cas pour les personnes qui sont dans une santé moyenne, qui n'ont pas de problème très particulier. La diététique curative, elle, c'est une diététique de réparation. Alors, elle est ponctuelle, plus ponctuelle en tout cas, elle est intense aussi, et elle est beaucoup plus précise dans son application et sa mise en œuvre. Précise, mais aussi plus complexe. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la diététique en général, mais en fait, je m'attache plus particulièrement à la diététique, à la prévention, en fait, et notamment à ce que l'on nomme la prévention primaire. Et c'est cette prévention qui agit en amont de la maladie. Donc, je suis très attachée à cette façon de faire, aider les gens à entretenir leur santé. Et j'ai souvent recours à la diététique préventive selon le concept de Yang Sheng Fa. Et ce concept est un principe pour nourrir et renforcer la vie, et surtout par la manière dont on fait attention à sa vie et à la manière dont on vit. Je vais partager avec vous, peut-être l'avez-vous vu déjà, je vais essayer de partager avec vous, mais là, je suis en plein écran, j'aurais voulu partager avec vous. Je n'arrive pas à sortir. Alors, je vais le faire tout à l'heure parce que là, l'écran est figé sur... tout le public. J'aurais voulu partager avec vous un document. Alors, je vais essayer. Il faut que tu cliques en bas, partager l'écran, sur la flèche. Il faudrait que ton document soit déjà ouvert. Mais mon document n'est pas ouvert puisque je n'arrive pas à aller l'ouvrir. Si je fais partager, voilà, je vais aller l'ouvrir. Je vais vous montrer. Je voudrais juste vous montrer l'idéogramme de Yang Sheng Fa. Donc, est-ce que je pense que tout le monde voit, je ne sais pas sur quoi vous assistez à la conférence. Voilà. Donc, Yang Sheng, donc à gauche, vous avez l'idéogramme Yang, qui est l'idéogramme de nourrir, entretenir, enfanter, cultiver. Voilà. Et c'est l'idéogramme aussi, donc ça veut dire donner vie aussi, entretenir la vie. Et le deuxième idéogramme à droite, ici, Sheng, signifie donc pousser, exister, croître, donner des sens. Le tout est un ensemble qui signifie faire attention, entretenir, prendre attention et s'occuper de la vie, s'occuper du principe de vie. Voilà. Yang Sheng Fa, c'est simplement la méthode, le principe, la méthode. Voilà. Je reviens à tout le monde. Donc, en médecine chinoise et pas que, l'alimentation et la respiration sont la source du processus de vie sur Terre. Ils constituent ensemble ce qu'on appelle les bases du ciel postérieur. Sans doute, beaucoup de personnes ont déjà croisé ce terme-là. Et le ciel postérieur, c'est l'ensemble de ce qui permet à l'humain de fonctionner à la fois par son corps et par son esprit après sa naissance, donc sur Terre. Et pour soutenir ce ciel postérieur, les taoïstes ont développé ce concept de Yang Sheng Fa qui regroupe des recommandations d'hygiène de vie qui prennent en compte plusieurs choses. L'alimentation, donc, la respiration, l'activité physique, l'activité sexuelle, la manière de gérer ses émotions. Tout ça est englobé dans des exercices, dans des manières de faire qui sont divulguées par différents professeurs et dans différentes disciplines. Le Qigong fait partie, et les mouvements comme ça font partie du Yang Sheng Fa, par exemple. Alors, ce concept est un concept encore un peu exotique ici, mais en Asie, il est très suivi. En fait, il participe à maintenir la qualité de la vie, la qualité de la santé au quotidien et une longévité malgré des conditions globalement
un peu plus difficile qu'en Occident. Les Asiatiques ont une longévité à peu près équivalente à l'Occident, malgré ce confort plus précaire qu'ils ont souvent et une moindre prise en charge médicale. On voit souvent, que ce soit en Asie du Sud-Est ou en Chine, voilà, des gens faire des exercices dans la rue, en groupe, s'occuper d'eux, hein, de la respiration, de méditation, etc. Une chose qui est un avantage en Asie, encore un peu en tout cas, c'est que la nourriture, là-bas, l'alimentation est encore, du moins traditionnelle, l'alimentation traditionnelle est encore assez convenable et assez équilibrée. Et elle est surtout digeste, ce qui souvent manque dans notre culture occidentale. Nous avons des nourritures qui sont facilement plus lourdes. Donc, l'alimentation, donc c'est manger, s'alimenter, c'est manger, c'est un geste, une action très courante. Mais en fait, à raison de 2 à 4 repas par jour, cette action, aussi banale qu'elle paraisse, elle n'est pas dépourvue de conséquences. Et ces conséquences, elles sont positives ou négatives selon ce que nous en faisons. Alors, la nourriture que nous absorbons, c'est aussi bien la nourriture solide que la nourriture liquide. Tout ce que nous consommons en aliments et tout ce que nous buvons. Et cette nourriture, elle nous construit au quotidien. Et c'est elle qui participe, avec la respiration, en tout cas, au renouvellement de notre corps, de notre esprit, de notre chi. Donc, rien de notre corps n'échappe à ce que nous mangeons d'une certaine manière. Chaque cellule, chaque tissu, chaque substance qui nous constitue se nourrit de ce que nous ingérons. De la matière, enfin, des matières les plus terrestres, comme les fibres alimentaires, les minéraux, l'eau que contient les aliments, aux aspects les plus subtils, comme les saveurs, ou le jing, ce qu'on appelle le jing en médecine chinoise. Chaque molécule alimentaire nourrit notre corps selon des affinités dont parlent par exemple les 5 éléments avec les saveurs. Donc ça, c'en est un bon exemple. Alors, dans le cas d'une alimentation équilibrée, enfin variée, on va dire déjà, et suffisante aussi, chaque parcelle du corps reçoit sa nourriture. Il n'y a pas de problème particulier qui vont se développer vis-à-vis de cela. Mais dans le cas d'une alimentation déficiente, qu'elle soit inadaptée ou qu'elle soit restreinte, trop restreinte par exemple, ce ne sera pas le cas. Et petit à petit, le corps sera mal nourri et il va développer des déséquilibres, des signes et des symptômes, voire des maladies. Si on revient à l'exemple des 5 éléments avec les saveurs, par exemple, un exemple très, très fréquent, c'est par exemple avec la saveur acide. La saveur acide, c'est une saveur très consommée chez nous, en Occident. Si cette saveur est excessive ou si elle est insuffisante dans l'alimentation, l'un ou l'autre, cela va entraîner des dysfonctions au niveau du foie, suivant le cycle des 5 éléments. Ça va entraîner donc une dysfonction au niveau du foie qui, lui, ne nourrira plus correctement les tendons et les muscles. Les tendons et les muscles mal nourris vont développer des symptômes, comme des crampes et puis des tendinites, par exemple. Ces tendinites et crampes étant liées à une mauvaise détoxination du sang et à une mauvaise circulation aussi du sang. Donc, voyez-vous, on a toute une incidence, rien qu'avec une saveur, nous avons toute une incidence de problématiques si en quantité elle n'est pas équilibrée. Et même en insuffisance, ce n'est pas seulement que le trop qui va porter préjudice. Le pas assez aussi. Voilà. Donc, voilà pour vous brosser un petit peu l'importance, d'une manière rapide, c'est vrai, mais l'impact de l'alimentation sur l'organisme, en tout cas ses principaux impacts. Je voudrais que l'on voit un petit peu, vous parler un petit peu comment c'est constitué et à quoi remonte la diététique chinoise. Parce que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de moderne.
c'est quelque chose qui est vraiment très ancien, hein, qui a trouvé ses sources dans la médecine chinoise. Et donc, je ne vous surprendrai pas en disant que cette science remonte aux temps les plus anciens, qu'il y a il y a tout un historique, mais aussi beaucoup de légendes liées à cela. Donc, je vais me limiter à quelques repères seulement, aussi pour ne pas trop alourdir le discours. Alors, en Chine, l'étude des végétaux et puis des aliments est multimillénaire, hein. Ça se compte en 3, 4, 5 000 ans. Et ce que nous pouvons consulter aujourd'hui des données, de ce qui arrive jusqu'à nous, c'est le résultat d'une pratique vraiment très ancienne et surtout d'une très longue expérience et expérimentation, de tout ce que font les Chinois, et expérimentation et observation qui ont été toujours au fil du temps actualisées à la fois dans la connaissance des aliments, mais aussi, très important, dans l'impact que les aliments ont sur l'organisme. Donc, les mêmes types d'études ont été faites pour l'acupuncture, pour la phytothérapie et autres. Donc, c'est vraiment un temps très, très long d'études. On ne jette rien de ce qui a été étudié. En principe, on ne fait que rajouter des éléments ou les actualiser. Voilà. Alors, les écrits rapportent qu'il y a déjà 3000 ans environ, des médecins spécialisés dans l'alimentation avaient pour mission de préserver la santé royale et qu'ils étaient affiliés au repas du roi et qu'ils travaillaient avec cette notion de diététique, donc en prévention, afin que le roi ne tombe pas malade. Et qu'il ait le moins possible recours à des méthodes plus dures pour se soigner. Donc, c'était travailler sur une alimentation appropriée et c'était une voie très importante. Ensuite, un petit peu plus récemment, enfin, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, l'ouvrage le plus important d'un point de vue médical en Chine, c'est le Huangdi Neqing, c'est le canon interne de l'empereur jaune. On trouve des traductions, bien sûr, sous le nom de Sowen, maintenant. Donc, c'est un ouvrage extrêmement important d'un point de vue médical qui traite de tous les aspects médicaux de la Chine, dont l'alimentation. Et dans cet ouvrage, il y a des recommandations sur la manière de s'alimenter par rapport au yin et yang, par rapport aux 5 éléments, etc. Donc, ce ne sont pas des aliments qui sont détaillés, là, ce sont la manière de faire et ce qu'il faut prendre en compte pour chacun, selon les saisons, selon les typologies, etc. Ensuite, le premier écrit détaillé des aliments que l'on a retrouvé, premier détaillé en théorie alimentaire, date du 7e siècle après Jésus-Christ, lui, et c'est le médecin Sun Si Miao, qui était médecin et alchimiste taoïste, qui a rédigé cet ouvrage. Donc, il réside en 30 volumes. Et en fait, cet ouvrage traite de beaucoup de choses, dont le détail, de manière très détaillée, 154 sortes de produits alimentaires. Là, on commence à rentrer vraiment dans le détail précis de chaque aliment. Ensuite, et dans cet ouvrage, Sun Si Miao préconise de traiter la maladie par la diplomatie avant d'utiliser les moyens militaires. En traduction, c'est de recourir d'abord à une diététique alimentaire appropriée avant d'utiliser un arsenal médicamenteux et plus corrosif pour le corps. Et puis ensuite, donc, dernière chose, pour vous dire que la plupart des ouvrages publiés en diététique en Chine l'ont été entre le XIIIe et le XXe siècle, et que le plus connu est le Ben Kao Gang Mu, qui décrit, lui, de manière vraiment très précise plusieurs centaines
de prescription alimentaire, que ce soit en prévention ou en curatif. Cet ouvrage, on trouve des extraits, mais on n'a pas de traduction française de l'ouvrage aujourd'hui. Voilà, nous n'avons que des traductions à travers d'autres auteurs. Alors, vous allez me demander comment ça fonctionne. C'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne, la diététique chinoise? Alors, ça fonctionne selon certains principes que je vais vous énumérer, mais pour cela, il faut revenir un peu aux principes taoïstes et aux principes de l'énergétique, parce que tout se base là-dessus. Pour les taoïstes, l'homme est soumis aux lois de l'univers et il est partie intégrante de la nature. Il en fait partie et il ne peut pas s'en dissocier. C'est la nature qui lui fournit l'air qu'il respire et c'est la nature qui lui fournit les aliments pour sa nourriture. Et tout ça participe à construire son énergie vitale. Ça revient un petit peu à ce que l'on a dit précédemment. C'est pourquoi l'homme ne peut absolument pas se couper de son environnement sans dommage, en tout cas pour lui, et qu'il a intérêt à s'adapter au mieux aux conditions qui l'entourent, parce que ces conditions, avec une adaptation, ces conditions vont favoriser sa santé et son bien-vivre. Donc, il s'agit bien sûr de plusieurs paramètres, climatiques, saisonniers, environnemental d'un point de vue des productions alentour, des rythmes aussi. Entre le Nord et la France, il y a quelques différences, par exemple, voilà, et de part et d'autre dans le monde. Si on vient à l'énergétique chinoise, plus particulièrement à l'énergétique chinoise, en ce qui concerne l'alimentation, il faut savoir qu'une alimentation adaptée préserve en tout premier notre système digestif. Ça, c'est très important. Et ce système digestif, le premier qui est mis qui est en ligne, c'est le système rate-pancréas et estomac. Ce couple yin-yang est vraiment au premier chef parce qu'en fait, l'estomac reçoit les aliments et la rate va ensuite lui permettre, en sécrétant les sucres digestifs, va lui permettre de sécréter les sucres digestifs, etc. Et si ce système fonctionne de manière optimum, la digestion va être bonne, donc la production du sang et des liquides sera bonne, l'alimentation des méridiens et des organes sang sera bonne aussi, l'alimentation des tissus, des fonctions, etc. sera bonne aussi. Ça, c'est tout le déroulé. Conclusion, les bases de fonctionnement de l'organisme sera optimum à ce moment-là. A contrario, avec une alimentation plus perturbée ou inadaptée en tout cas, eh bien, la digestion va se faire moins bien, elle sera perturbée et elle va affaiblir le système rate-pancréas-estomac. Et de ce fait, la production du sang et des liquides vont être altérées en quantité et ou en qualité aussi. Il va en découler que les tissus corporels et toutes les fonctions aussi vont être altérées. Résultat, déjà, les bases du fonctionnement de l'organisme, elles, seront en déséquilibre. Donc, déjà, énormément, pas tout, mais énormément de choses se jouent à ce niveau. Si l'organisme est déjà déséquilibré à sa base, le retentissement sera possible donc à tous les niveaux du corps. Physiquement, physiologiquement, au niveau aussi des émotions, au niveau du psychisme, au niveau du mental, rien n'y échappera. Bien sûr, tout le monde ne va pas développer des symptômes sur tous les plans, mais chacun va selon ses réactions, pouvoir avoir des signes un peu différents, voire plusieurs signes et plusieurs symptômes. Et dans ce cas-là, si c'est dû à une alimentation déséquilibrée, le souci, c'est que rien, même le shiatsu, ne compensera parfaitement les conséquences de cette alimentation déséquilibrée. Car cette erreur alimentaire, elle se répète. C'est une erreur en général qui se répète et qui s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas vraiment ponctuel. Si c'est ponctuel, ça n'a pas d'incidence.
Mais si c'est dans la répétition sur plusieurs années, par exemple, comme c'est souvent le cas, eh bien, les choses vont s'inscrire dans le corps et à ce moment-là, ni le shiatsu, ni l'acupuncture, ni des remèdes ne vont totalement et définitivement résoudre cela. Alors, l'objectif, bien sûr, enfin l'idée, c'est donc de revoir, dans ce cas-là, son alimentation, l'équilibrer pour réguler son terrain, déjà. Et pour cela, on aura un choix à faire dans les aliments, enfin, donc repérer bien sûr ce qui ne va pas, et puis un choix dans les aliments, on va en favoriser certains, on va en diminuer d'autres, voire ponctuellement en éliminer certains, et puis aussi introduire ceux qui pourraient manquer par l'apport qu'ils pourraient nous apporter, par l'apport qu'ils pourraient avoir, par exemple, en notion de saveur ou, comme nous allons le voir tout à l'heure, en notion de nature. Tout dépend si c'est un aliment qui manque ou si c'est un type d'aliment qui manque. Est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des gens éventuellement qui ont fait des posts parce qu'ils sont en difficulté de compréhension? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Pas de questions et pas de difficultés? Non? D'accord. Il faudrait que les gens s'expriment éventuellement si... Oui, si vous avez une difficulté de compréhension, si vous ne m'entendez pas, ou si vous ne distinguez pas bien ce que je dis, ou autre, exprimez-vous avant la fin pour que ça ne vous empêche pas de suivre. Hein. Voilà, que ça reste agréable. Alors, l'avantage en diététique chinoise, c'est que, je continue donc. L'avantage en diététique chinoise, c'est qu'aucun aliment n'est proscrit. Rien n'est exclu d'office pour une personne en bonne santé en tout cas. C'est-à-dire bonne santé, ça veut dire qu'il n'a pas de pathologie particulière à traiter ou pas de gros dérèglements ou de dysfonctionnements. Donc, tout ce qui se consomme, les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, la viande, le poisson, les épices, les condiments, les boissons, voilà. Tout peut être consommé en adaptant, si besoin, ses choix en qualité, en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de fréquence aussi éventuellement. Alors, nous avons la chance d'être dans des régions où un vaste choix de denrées est à disposition. Donc, ça rend les choses faciles. Parfois, c'est contre-productif d'ailleurs, mais en général, ça facilite plutôt les choses lorsque nous devons faire un peu attention à certains aliments. Il y a un dicton chinois qui dit les Chinois mangent tout ce qui a quatre pattes, sauf les tables et les chaises, et tout ce qui vole, sauf les avions. Alors, nous ne sommes pas à ce point en Occident, notamment parce que la notion du comestible est bien plus limitée pour nous. Hein. Mais malgré tout, nous avons la chance d'avoir un choix très vaste dans notre pays, encore en climat assez équilibré. Alors, que prend-on en compte en diététique chinoise? Il y a 3 acteurs à prendre en compte quand on s'occupe de son alimentation de cette manière. Il y a l'aliment, il y a le mangeur, celui qui mange, et il y a l'environnement. Et il s'agit donc de combiner les caractéristiques de ces 3 éléments pour déterminer ce qui va convenir à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre. En ce qui concerne l'aliment, alors je vais tirer une diagonale, hein, je préviens tout de suite, ça va être une diagonale à travers tout ce qui peut se détailler à ce niveau, parce que sinon nous pourrions y passer une 50aine d'heures sans s'arrêter. Alors, en ce qui concerne l'aliment, ses propriétés sont définies selon 3 critères. Et ces critères sont importants parce qu'ils déterminent l'incidence interne de l'aliment au moment de son assimilation par l'organisme.
Ce n'est pas sa composition extérieure, ce n'est pas des choses comme ça qui vont définir, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de l'organisme lorsque l'on va digérer et assimiler cet aliment. Donc, ces 3 critères, ce sont déjà la saveur. Donc ça, c'est une notion que l'on retrouve dans les 5 éléments. Il y a 5 saveurs, comme 5 éléments, et ça, vous connaissez en principe, l'acide, l'amer, le doux, le piquant et le salé. Et chacune de ces saveurs a une prédilection pour un organe, pour un tissu, pour une émotion, pour une partie du corps. Ça fait partie des 5 éléments. En médecine, en diététique, et pas que d'ailleurs, mais bon, sont estimées surtout les saveurs par rapport au mouvement énergétique qu'elles vont produire dans l'organisme. C'est-à-dire, par exemple, l'acide est rétractant. Et cette saveur acide rétractant les tissus, va rétracter les tissus, elle va rétracter là partout où elle va passer. Donc, elle est rétractante. Et nous savons qu'elle se dirige au foie, qu'elle se dirige aux muscles, aux ongles, aux yeux aussi, qu'elle est en relation avec la colère, etc. Cet effet rétractant, lui, c'est un effet blessant pour le foie et pour le sang. D'où, comme nous le disions tout à l'heure, les crampes, les tendinites, parce que cet effet rétractant va empêcher, entre autres, le sang de bien circuler. Le sang va se concentrer dans le foie, va se concentrer dans d'autres parties du corps et ne va pas circuler tel qu'il le devrait. Et va de ce fait engendrer des dysfonctionnements. Donc, nous avons parlé des muscles tout à l'heure avec les crampes et les tendinites, parce que c'est très fréquent, mais ça peut être au niveau de la vue, et ça peut être au niveau des émotions, ça peut être au niveau du mental, ou toute autre chose en rapport. Le deuxième critère, c'est la nature. La nature d'un aliment est constituée de l'effet thermique qui est déclenché dans le corps lors de l'ingestion d'un aliment. Et ça va du plus froid au plus chaud. Tel aliment générera dans le corps un refroidissement, tel autre générera dans l'organisme un réchauffement, on va dire trop ou pas assez, peu importe, mais un réchauffement. Entre les deux, il y a le tiède et il y a aussi le frais. Donc, il y a frais, froid, tiède, chaud, et il y a une valeur neutre aussi. Des aliments qui sont équilibrés parce qu'ils sont de nature neutre. Le troisième critère, c'est le tropisme. Ça, c'est un petit peu plus difficile à manier, il faut apprendre. Ça ne correspond pas bien à ce que nous connaissons au niveau des 5 éléments. Le tropisme, c'est le méridien ou l'organe sur lequel un aliment va agir, de par sa saveur et de par sa nature combinée. Donc ça s'apprend, ça se consulte, voilà, il n'y a pas de règle absolue pour apprendre facilement tout ça. Donc saveur, nature et tropisme, ce sont les 3 caractéristiques d'un aliment qui vont déterminer si pour une personne ou une autre, ils peuvent être consommés pas du tout, un peu, beaucoup ou prou. Voilà. Et de manière régulière ou de manière plus ponctuelle, en fonction de l'état de la personne, en fonction de la personne, on va dire. Je vous donne un exemple avec 2 aliments. La carotte, par exemple. La carotte, un aliment très courant que tout le monde connaît, on aime ou on n'aime pas, mais tout le monde connaît au moins. La carotte, donc, sa saveur est douce, elle est dite douce, donc le doux. Le doux favorise la production donc, du chi, du sang, des liquides organiques. Et c'est une saveur qui va être de ce fait dite fortifiante, reconstituante dans ce sens-là. Je n'ai pas dit tonifiante, fortifiante. La saveur de la carotte est neutre, donc très bon point pour elle. A priori, elle est valable pour tout le monde. Ça veut dire que thermiquement, elle est équilibrée.
et qu'elle convient à toute saison aussi. Donc, en gros, pour tous et à toute saison, on peut la consommer. Le tropisme de la carotte va au poumon, au foie et à la rate. Ça veut dire que la carotte, consommer de la carotte aura une incidence sur ces 3 organes, ces 3 sangs, enfin ces 3 sangs et ces 3 méridiens. Exemple, encore avec la menthe, par exemple, la menthe, les feuilles de menthe. Hein. Donc, à chaque fois que je vous parle d'un aliment, là, c'est un aliment nature, tel que cueilli et non transformé. Hein. La menthe, elle, donc en principe, tout le monde connaît aussi, sa saveur est piquante à la menthe. Elle va aussi produire, favoriser, donc le piquant favorise la dispersion. Et l'extériorisation, ça veut dire qu'elle fait transpirer, elle va avoir tendance à faire évacuer les choses de manière douce, hein, et non pas violente. La nature de la menthe est fraîche, donc ça veut dire que son effet est rafraîchissant sur le corps. Et de ce fait, la menthe peut ne pas convenir à tout le monde. Elle va convenir surtout, enfin, si on en consomme régulièrement aux constitutions plus yang et aux états, par exemple, aux conditions qui génèrent un peu trop de chaleur, par exemple, de manière ponctuelle ou de manière plus habituelle. Ce ne sont que des exemples. Hein. Là, je raccourcis un petit peu les choses. Le tropisme de la menthe, c'est le poumon et le foie. Donc, ça signifie que l'incidence de consommer de la menthe va aller beaucoup au niveau du poumon et du foie. Ça va générer une réaction à ces 2 niveaux-là. D'autres choses seront prises en compte globalement au niveau des aliments, et je vais moins les détailler. C'est le Jing. Le Jing, donc, ce sera la vitalité de l'aliment, les modes de préparation, de cuisson, la cuisson, le cru, donc l'un et ou l'autre, les associations aussi d'aliments, tout ce qui est couleur, odeur, consistance peut avoir une incidence aussi, mais ce sera pris avec beaucoup moins d'intérêt à ce moment-là. La deuxième chose, c'est le mangeur. Donc, le mangeur, c'est la personne qui mange, tout simplement. Le deuxième acteur. Et ce qui est très important, donc comme nous l'avons déjà un peu évoqué précédemment chez le mangeur, c'est sa capacité digestive. En effet, cette capacité digestive est très importante. C'est la capacité à transformer les aliments et elle est déterminante pour la santé, comme nous l'avons dit tout à l'heure. J'espère que c'était un peu clair, ce que j'ai exprimé tout à l'heure en lien avec le ciel postérieur et tout ça. Le mangeur, c'est aussi, donc en plus de ça, c'est sa constitution physique. On va devoir adapter selon la constitution physique de la personne, enfin sa condition physique, pardon, sa constitution, son âge. Tout ça influera sur les besoins, notamment quantitatifs et nutritifs aussi. Le qualitatif, lui, bien sûr, n'est jamais exclu, hein, mais ça fait partie de ce qu'on a dit tout à l'heure, à la fois dans le Jing de l'aliment et à la fois dans la préservation dans les modes de préparation. L'activité aussi sera prise en compte. Une personne qui a beaucoup d'activité physique, qui se dépense beaucoup dans sa journée, ou une personne qui est beaucoup plus sédentaire, n'auront pas forcément les mêmes besoins de consommation. Donc, ce sera un aspect plus ou moins variable dont il faudra tenir compte. La notion de faim, F-A-I-M, elle est importante. Cette notion, la faim est obligatoire. A priori, la faim est nécessaire, pas obligatoire, mais nécessaire au moment du repas. Ressentir la faim est normal et naturel en principe. On se rend compte que de plus en plus, les gens se mettent à table sans avoir faim, pour différentes raisons. Hein. Mais se mettre à table sans avoir faim va déjà avoir une influence sur la qualité de la digestion.
la digestion commence bien avant de mettre les aliments dans la bouche. La digestion commence déjà à la vue de l'aliment. Et même au-delà, s'il y a faim, il y a déjà anticipation. Anticipation, donc ça veut dire sécrétion de salive. La vue ensuite, la vue du plat peut favoriser la sécrétion de salive aussi, donc la notion de prédigestion. Le fait de sentir aussi, enfin, tous ces préalables à l'action de manger sont très très importants. Pour le mangeur, ses goûts aussi sont importants. Respecter les goûts de chacun, tout en diversifiant, comme il se doit, les aliments, en choisissant ceux qui sont les plus bénéfiques pour nous, en tout cas dans notre quotidien, c'est quelque chose d'important. Se forcer à manger des aliments que l'on n'aime pas sera aussi une incidence un peu négative, même si on se dit que c'est pour notre bien. Les préalables ne seront pas respectés. Et puis aussi, il y a donc la manière de manger. Avaler en deux bouchées ou mastiquer ne produit pas la même chose. Il est important de bien mastiquer. Ça, c'est pas seulement chinois, beaucoup de diététiciens le disent. Mastiquer longuement jusqu'à boire sa nourriture, dit-on, jusqu'à boire la nourriture solide. Voilà, ça c'est très important. Et la notion une notion qui est environnementale plutôt, mais qui est attrait aux mangeurs, c'est aussi dans quelles conditions environnementales proches est-ce qu'on mange. Est-ce qu'on est dans le calme ou est-ce qu'on est dans le stress? Ça, c'est un point très important aussi. Donc, et ça fera la différence quant à la digestion aussi. Je pense que nous avons un petit peu de temps. Je vais vous partager, on va visualiser un document. Donc, je vais essayer de vous le mettre à l'écran. Ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est un document simplifié. Simplifié pour l'occasion. Un petit tableau. Alors, s'il y a des personnes qui ne le voient pas, pour qui ce n'est pas assez net, exprimez-vous. On essaiera de le grossir, par exemple. Je vais le grossir un petit peu. Voilà. C'est un petit tableau, un questionnaire. Donc, un peu rapide, mais pour évaluer, dans un premier abord en tout cas, l'état du système digestif au niveau de la rate pancréas et de l'estomac. Donc, il y a quelques questions très simples qui sont dans les premières questions à se poser éventuellement à nous ou à d'autres personnes pour qui nous interviendrions. Manquez-vous d'appétit? Avez-vous une digestion lente? On prend le temps d'énumérer ça. Ça peut vous parler. Avez-vous des ballonnements, des flatulences ou des borborygmes? Êtes-vous fatigué après les repas? Préférez-vous boire chaud que froid? Avez-vous des envies de sucreries? Souffrez-vous de douleurs à l'estomac? Avez-vous de manière, excusez-moi, ça veut dire, il manque un mot, fréquente ou récurrente, des remontées acides? Des éructations? Pour la question d'après, avez-vous parfois des nausées et des borborygmes? On l'avait dit un peu plus haut. Bon, il y a une redite. Si le questionnaire répond quelquefois, 3 fois, on va dire, sur ce peu de questions, oui, ça peut signifier qu'il peut y avoir des choses à améliorer au niveau de l'alimentation. Ça peut être lié à l'alimentation ou pas, mais ça vaut la peine de vérifier. Et là, ce sont vraiment les questions de base. On peut bien sûr approfondir beaucoup plus ce genre de questionnaire
Et ensuite, bien sûr, ne pas forcément le proposer sous l'état d'un questionnaire comme ça, mais plus verbalement et en direct quand on a les gens devant soi. Voilà. Donc, peut-être l'avez-vous fait en direct pour vous-même. Je vous laisse voir tout ça avec vous. Et si vous avez peut-être des questions à la fin en ce qui concerne cela, j'essaierai d'y répondre. Et j'arrête le partage maintenant. Voilà, donc revenons à nos trois acteurs. Pardon, je reprends le fil. Revenons au troisième acteur. Le troisième acteur à prendre en compte, c'est l'environnement. L'environnement, donc nous avons parlé très vite de l'environnement immédiat tout à l'heure au moment des repas. Là, je veux parler de l'environnement plus large, celui qui nous entoure de manière où on n'a pas forcément de prise dessus, c'est-à-dire le climat dans lequel on vit, la saison, enfin les saisons, et le territoire aussi, le territoire avec ce qu'il produit en termes terrestres et ce qu'il produit en termes de rythme, d'influence, etc. Alors, en ce qui concerne l'aliment et l'environnement, bien sûr, ce qui est à privilégier pour les repas, ce sont des produits, bien sûr, de saison et des produits qui sont disponibles, c'est possible, autour de nous. Éviter les aliments de l'autre bout du monde est important parce que ce sont souvent des produits qui sont hors saison. Ils sont produits d'une manière plus ou moins naturelle. Souvent, ils sont traités, et notamment pour la conservation. Ils ont été cueillis avant maturité, la plupart du temps, notamment parce qu'ils subissent des transports très longs. Et en subissant ces transports très longs, ils sont généralement aussi traités pour supporter ces transports très longs, avec des gaz et autres. Donc, au bout du compte, ce sont des produits qui ont une faible charge vitale, qui vont apporter peu à l'organisme parce que leur jing est altéré. Déjà, quand ils arrivent chez vous, si tant est qu'ils soient frais, leur jing est altéré malgré tout. Donc, ils ont peu d'intérêt pour ce qu'ils vont apporter à votre corps, à notre corps et à notre esprit. On va essayer de les reléguer à des moments exceptionnels pour des plaisirs ou des moments qui ne sont pas du quotidien en tout cas. Ensuite, il faudra, donc dans l'environnement, il y aura aussi à mettre en balance la préparation des aliments. La préparation, ça va être la manière de préparer, la manière de cuire, de la même manière que les aliments hors saison ne sont pas, comme on va dire, à privilégier. On ne prépare pas un plat de la même manière lorsque l'on est, tout au long de l'année. Pas forcément en tout cas. Varier les modes de préparation, les modes de cuisson, en fonction des saisons, en fonction du climat, c'est très important aussi, parce que ça va donner une nature différente à l'aliment. Ça peut modifier un peu sa nature, la nature dont nous avons parlé tout à l'heure. Par exemple, je donne des exemples très francs, comme ça, je suis plus sûre que l'on se comprenne. En hiver, un repas fait d'une belle salade de crudités en plein hiver, où en principe il ne fait pas particulièrement doux, ou alors consommer une daube de bœuf en plein été, ce ne sont pas les meilleurs exemples de diététique d'un point de vue climatique. Respect du climat, respect des conditions saisonnières et respect du climat, et respect de l'organisme en même temps qui va avec, pour le mangeur, bien sûr. L'automne, je vais prendre en exemple l'automne.
l'automne, c'est une saison, puisque nous sommes en automne encore, l'automne, c'est une saison intermédiaire. Donc, c'est la transition, bien sûr, entre l'été et l'hiver, je ne vous l'apprends pas. Mais je veux dire par là que c'est une saison transitoire, enfin, c'est un état transitoire entre deux saisons importantes. Et de ce fait, c'est une saison qui exprime des variations climatiques très importantes. À ce moment-là, yin et yang sont vraiment en perpétuelle balance et parfois très fortement. On le voit bien en ce moment avec les désordres climatiques partout en France. Et à ce moment-là, en automne, si on vient à l'automne plus particulièrement, chaleur, il y a deux choses particulières. Chaleur et fraîcheur sont en même temps que sécheresse et humidité, ce sont des qualités, donc 4 qualités différentes, qui sont en constante alternance. Là, il fait froid, il fait plus froid, il fait plus chaud, de manière assez brutale. Et il y a parfois une humidité apparente, alors on ressent plus en interne de la sécheresse. Vous savez que dans les 5 éléments, la sécheresse est liée à l'automne, notamment. Ce n'est pas l'humidité qui est liée à l'automne. Pour autant, d'un point de vue climatique, il peut pleuvoir beaucoup en automne, etc. Donc, on est dans deux dilemmes entre la chaleur et la fraîcheur, et la sécheresse et l'humidité. Et l'idée, c'est de pouvoir traverser donc ces conditions climatiques de la meilleure manière. Donc, on va jongler à ce moment-là, d'un point de vue alimentaire, en diminuant, puisque nous ne sommes plus en été, nous allons donc de manière générale diminuer les crudités, diminuer donc les salades en disant crudités, diminuer les fruits et les légumes d'été aussi, même s'ils poussent encore au jardin ou si on les trouve encore sur les étals, parce que là, l'été indien n'en finit plus. On va les diminuer, je n'ai pas dit les supprimer. Tout cela, tous ces produits sont de nature rafraîchissante globalement. Et petit à petit, on va les remplacer par des aliments qui vont être plus adaptés à l'automne, des aliments qui vont être de saveur douce et de nature neutre, qui seront excellents, donc, voire tièdes, dans les jours les plus frais. Et ces aliments doux, neutres et tièdes, on va dire, vont maintenir une température plus constante dans le corps. Ils vont maintenir un peu de chaleur, une chaleur un peu constante, une chaleur douce, une tiédeur au corps. Et ils vont aussi fortifier doucement le corps. Ce sont des aliments, par exemple, comme la courge, des aliments de saison en fait. La courge, la patate douce, le raisin, le riz, le poulet, voilà, tous ces aliments correspondent bien à l'automne. Ce ne sont que des exemples. Alors, donc c'est facile. Et si on suit un peu les étals du marché, plus que ceux des supermarchés, c'est assez facile en fait. Si on va chez les primeurs ou chez les producteurs, ils ont en principe ce qui pousse à ce moment-là. Ça nous aide bien à nous recaler avec la notion de saison. Moi, j'avais un petit exemple, je vais vous le dire assez rapidement, qui est assez flagrant sur ça. Une patiente, une cliente qui venait qui avait souvent, régulièrement, elle vient, des ballonnements abdominaux en début de ses venues en shiatsu. Et donc, son ventre gonflait, elle avait une sensation de ne pas bien digérer, mais c'était assez imprécis pour elle dans la manière dont elle exprimait. Elle n'avait pas de problème de transit, par contre. Et en fait, quand j'ai entrepris de lui parler de son alimentation, après quelques séances de shiatsu qui ne donnaient pas des résultats extraordinaires, des résultats qui ne tenaient pas en tout cas, elle me dit qu'en fait, toute l'année, elle mangeait un peu la même chose le midi. Elle mangeait à son bureau et assez vite. Elle est indépendante. Et tous les midis, elle allait acheter au petit supermarché du coin des salades en barquette. Des carottes râpées, du concombre au yaourt, des tomates, quand il y avait des tomates, des choses comme ça. Voilà. Puis elle se faisait un mix de tout ça le midi. Et elle mangeait sur son bureau. Voilà. Donc, qu'en déduire de tout ça, la lecture de ce que j'ai exprimé auparavant? C'est que
Les crudités, salade parlant, eh bien c'est du froid. Légumes crus, carottes râpées, concombres crus aussi, ça c'est de nature froide. Que ce soit doux ou pas, peu importe. Là, on va cibler sur la nature. Le yaourt, les concombres au yaourt, qu'elle aime beaucoup, le tzatziki, là, c'est de nature froide. S'il y a de la menthe dedans, c'est encore plus froid. Et elle allait acheter ça le midi au supermarché, et puis elle s'attablait, et puis, enfin, je dis, parce qu'elle ne le fait plus, hein, et elle mangeait ça en l'état. Et manger en sortant, les barquettes sortant du réfrigérateur, des frigos du supermarché, ben, elle le mangeait à température froide aussi. Et ça, à peu près tout au long de l'année, en dehors de ses vacances. Et 5 jours sur 7. Sans parler du stress éventuel, puisqu'elle mangeait à son bureau entre ses rendez-vous et autres. Donc, résultat, qu'est-ce qu'elle faisait à ces moments-là? Ben, au fil du temps, elle a fatigué son système rate-pancréas en lui apportant toujours du froid, ce qui fait que sa digestion, elle, c'est moins bien faite au fil du temps. Mais ça faisait longtemps qu'elle faisait comme ça, même avant de venir me voir en shiatsu. Et donc, nous avons travaillé à réguler ça. Je lui ai expliqué un petit peu les fondamentaux de base. Et maintenant, depuis plusieurs années, parce que ça fait plusieurs années qu'elle consulte en shiatsu, le midi, ben, elle mange toujours à son bureau, mais elle emporte son repas et elle cuit des légumes, parce qu'elle aime beaucoup les légumes, elle mange très peu de viande. Elle se fait une assiette composée, en fait, un bol composé de légumes cuits, d'un petit peu de cru aussi, en fonction donc de son état digestif qu'elle ressent, en fonction des saisons aussi. Elle est beaucoup plus attentive. Et puis, elle rajoute parfois une protéine, un œuf, un peu de fromage qu'elle ne faisait pas avant, ou un peu de céréales. Et parfois, elle va s'acheter, puisque nous sommes à Nîmes, une fougasse de Nîmes, voilà, qui est une petite fougasse aux olives ou des choses comme ça, pour accompagner son repas et le rendre un peu plus consistant. Eh bien, finalement, elle s'en trouve vraiment soulagée. Et elle a encore quelques accès parfois de gonflements abdominaux, mais c'est extrêmement rare, en tout cas lié à son alimentation. Et voilà. Du coup, elle a retrouvé une vitalité aussi, parce que elle fatiguait son système rate-pancréas et son énergie vitale au quotidien était forcément amoindrie. Donc ça, c'est un exemple très basique, mais très parlant. Et on a tous, je pense, des exemples de ce type autour de nous, voire nous-mêmes, on peut produire la même chose. Alors, quelques conseils assez restreints et rapides pour favoriser la bonne digestion, donc dans cette suite. Excusez-moi. Donc, la préférence va, et ça c'est très chinois, mais pas que, de ne pas manger à satiété, de réserver 20-30% de son estomac vide, afin de ne pas surcharger le bol alimentaire. Donc, manger à 70-80% de ses capacités serait l'idéal. De préférer aussi une alimentation légère et frugale, comme disent les Chinois, c'est-à-dire Qintan. Ceci a une alimentation lourde et indigeste. C'est les deux pendants. Manger plutôt un peu cuit ou un peu cuit et chaud ou tiède, afin donc de tomber dans les excès comme nous avons illustré, celui illustré précédemment. De bien mastiquer, ça nous l'avons dit, de boire pas ou peu pendant les repas, afin de ne pas diluer le bol digestif et les sucs digestifs surtout. De préférence, si on veut boire, si on a soif, de boire en petite quantité et tiède après le repas, mais surtout pas en grande quantité non plus, toujours pour la même chose, ne pas diluer les sucs digestifs. Et de préférence de manger dans le calme, dans une atmosphère détendue, harmonieuse, et qui ne va pas
faire souffrir votre estomac, votre foie ou autre. Donc, ce qui est bon aussi dans cette continuité de comment bien manger plutôt dans ce genre de conseils, c'est donc équilibrer, penser à équilibrer aussi et adapter en permanence l'alimentation, ne pas fixer les choses. Ça, c'est très important, de ne pas fixer les choses une bonne fois pour toutes en disant bon, ça y est, je sais ce qui me convient. Voilà, rester en observateur pour nous-mêmes et suivre nos besoins et notre évolution. Donc, bien sûr, diversifier les aliments, donc les saveurs, les natures, les modes de préparation, les modes de cuisson, les modes de coupe, les couleurs, etc. Ça, c'est très, très important. N'oubliez pas les consistances aussi. C'est important d'avoir du croquant, d'avoir quelque chose de plus souple, d'avoir une purée si on en a besoin, quelque chose de plus liquide ou quelque chose qui aura plus de mâche aussi. On en a besoin de tout ça, de toutes ces variations. Voilà. Dans le printemps et automne de Maître Lou, un ouvrage chinois aussi, on peut lire « La voie de l'alimentation, c'est d'être ni affamé ni rassasié, ce qui permet de préserver les 5 organes de Tsang », pour illustrer et dire que ce ne sont pas des principes vraiment récents, tout ça, mais ils sont toujours d'actualité. Voilà. Donc, je vais juste terminer avec pourquoi moi j'ai choisi la diététique chinoise et pas autre chose. Peut-être pour vous, le partager avec vous, en tout cas, tout ça. Et bien moi, en tout cas, en tant que professionnelle en shiatsu, j'ai choisi cela parce que cette notion-là fait sens pour moi, avec ce lien avec la médecine chinoise et les fondamentaux de base liés au shiatsu. Voilà, ça peut être aussi la même chose pour vous, spécialistes en shiatsu ou étudiants, pour les d'autres personnes qui sont versées dans les arts asiatiques, par exemple, qui pratiquent le qigong ou autre. Aussi parce que je trouve que c'est un axe intéressant pour reprendre la main nous-mêmes sur notre alimentation, tout en respectant nos besoins et aussi notre plaisir, parce que ça, c'est important, et nos goûts. Je veux surtout dire que la diététique chinoise, ce n'est pas un régime. On est à l'opposé d'un régime, mais malgré tout, donc à la faveur de ce que je viens de dire juste précédemment, mais malgré tout, ça peut être un bon accompagnement dans le traitement des surpoids, de l'obésité, qui gagne du terrain actuellement, en Europe aussi, et même en France. Et pour tout autre problème de santé, ça peut être un accompagnement très intéressant aussi. Une chose très importante, on n'a pas besoin de manger chinois pour pratiquer la diététique chinoise. On peut manger selon sa culture. Et tout cela sans trahir les principes de base de la médecine, de la diététique chinoise. Et ça, c'est très important parce que, tout simplement déjà parce que un peu partout dans le monde, il existe les mêmes produits, les mêmes aliments de base que tous les humains mangent. On a parlé de la carotte et de la menthe tout à l'heure, on a parlé du riz, de la courge, voilà, tout ça, dans à peu près toutes les contrées, on retrouve un peu ces aliments et plein d'autres. Donc, on peut facilement adapter à la notion culturelle alimentaire. Il y a une personne qui te demande si tu as un livre à conseiller. Oui, alors voilà, très bien. Je vais, juste après ça, je vais bien sûr répondre à cette question. D'accord. Si c'est peut-être juste mieux, j'ai encore 2 points à donner si nous avons le temps, Mireille. Oui, non, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on peut adapter les principes de la diététique chinoise à des modes alimentaires, non pas à la culturelle, mais à des modes alimentaires comme le végétarisme, le végétalisme, le flexitarisme, l'alimentation sans gluten, tout ça, on peut très bien adapter ces principes sur ces modes-là aussi. Ce n'est pas plus compliqué en fait. Donc, je trouve que la diététique chinoise, c'est une approche qui est souple, qui est modulable, et que c'est un référent au long cours.
Et ça, c'est intéressant parce qu'au long cours, parce que ça va s'adapter, on va l'adapter, on va jouer avec. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit au long cours parce que justement, c'est dans la durée que l'on construit sa santé. Ce n'est pas par petites phases et par moment où on y pense. C'est vraiment dans la durée et qu'avec la diététique chinoise, on peut le faire sans traumatisme, sans vraie difficulté. Hein, ça se met en place tout simplement dans notre quotidien. Et en plus, ça n'empêche pas de faire des exceptions et des écarts ponctuels. Voilà, parce que nous avons bien sûr une vie sociale, une vie professionnelle, enfin voilà, des obligations contre lesquelles on ne peut pas aller toujours, bien sûr. Hein. Voilà. Et puis, et qu'à l'inverse d'un régime, cette approche nous permet d'avoir donc une alimentation que j'estime normale, variée, savoureuse, et que le plaisir peut être placé en première place tout à fait en suivant quelques principes de ces recommandations. Voilà, et le plaisir, c'est quelque chose d'absolument indispensable quand il s'agit de se nourrir et de manger. Voilà. Bon, je pense que je vais en finir, voilà, je vais terminer sur ce point-là, le plaisir en première place dans l'alimentation. Alors oui, bien sûr, donc je réponds tout de suite à cette question. Il existe des ouvrages qui détaillent de manière bien plus approfondie ce que j'ai dit, qui détaillent aussi des aliments, un assez grand nombre d'aliments, parce qu'on a besoin d'ouvrages à ce niveau-là, dans ces détails d'aliments. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a acquérir les principes, apprendre, comprendre aussi et mettre en place ces principes. Et c'est pas compliqué. Il faut arriver à tracer une ligne directive à l'intérieur de tout ça. Par contre, ce que je dirais, c'est que au départ, le faire sans être guidé, c'est assez touffu. C'est pas forcément très facile. Moi, je n'ai pas réussi en tout cas. Je n'ai pas souhaité le faire, mais je pense que je n'aurais pas réussi. Et du coup, c'est pour ça que j'avais fait cette formation qui comprenait à peu près 150 heures quand même de formation avec Philippe Sionneau. Elle était assez poussée, hein. Elle ne s'attardait pas seulement à la diététique préventive. Donc, moi, ce que je conseille, mais ça, c'est à chacun de voir selon son intérêt et tout ça, c'est pour les personnes qui voudraient aller plus loin, peut-être de suivre un peu une base de formation pour approfondir tout ça et éclaircir ce que ça veut dire nature, saveur, tropisme, hein, tout ça. Comment on conduit un petit peu les choses avec des questionnements, des questionnaires et des questions que l'on pose à soi-même ou aux autres. Voilà. Donc, j'avais proposé au SPS une formation cette année, une formation pas très longue sur 16 heures, je crois. Elle va être reconduite en début d'année 2023. Donc, les dates ne sont pas fixées, je ne peux pas vous les donner là. Donc, ça, c'est quelque chose de possible pour les personnes qui voudraient en savoir un peu plus et se faciliter la tâche du démarrage, bien sûr. Il suffira de suivre sur le site de SPS ou de IFSDA, pardon, le centre de formation. Je pense que ce sera sur les deux, ce sera annoncé aussi. Bon, voilà, au début pour se mettre en route en tout cas, et ensuite la route, nous la poursuivons bien sûr seule et beaucoup par l'expérimentation. Ça, Une personne demande si ça sera en visio, la formation. Oui, ce sera en visio. Oui, ce sera en visio. Voilà, c'est plus difficile de les faire pour tout le monde en présentiel parce que je suis à Nîmes et voilà, du coup, ce sera en visio. Voilà, mais en ouvrage. Donc, il existe plusieurs ouvrages. Je vais vous les montrer, par exemple,
la base, mais qui ne détaille pas les aliments, mais qui détaille la base. Alors, si je me mets, je ne sais pas si on voit bien. On voit bien. voit bien ou est-ce qu'il faut me mettre en grand écran? Non, non, on voit très bien comme ça. Vous voyez très bien. Oui. Voilà, la diététique du Tao de Philippe Sionneau et Richard Zagorski. Ça, c'est la base des bases. Et ensuite, il y a, si on va aller plus loin, là, le détail, pour les détails des aliments, voilà, vous voyez, c'est un peu un pavé de Philippe Sionneau, toujours. Je vous donne des références dont je suis à peu près sûre que certaines qu'elles sont valables. C'est ces aliments qui nous soignent. Donc Philippe Sionneau et Josette Chapelier, je crois, oui, Chapelet, pardon. Donc là, il y a beaucoup de détails avec, je ne sais pas, mais beaucoup d'aliments, une grande partie des aliments détaillés dans leur nature, saveur, indication et autres, traduit du chinois par Philippe, entre autres. Puis après, vous trouvez... Alors, il y a d'autres ouvrages plus de recettes et de choses comme ça. Et là, j'ai moins de garanties sur les sources et la capacité des auteurs. Mais voilà, à vous de chercher, de choisir et de vous faire une idée peut-être une fois que vous aurez peut-être un peu assis les bases. Voyez. Voilà, en tout cas, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté. Et en tout cas, j'étais très contente, voilà, de partager ça avec vous. Il y a peut-être des questions? Voilà, si nous avons des questions, je vais essayer d'y répondre. Est-ce que Mireille, vous voyez les questions? Là, pour l'instant, il y a des merci. Merci. Alors, je remonte. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer en quoi préférer de boire chaud pourrait poser problème selon le questionnaire, si j'ai bien compris, la personne qui pose cette question? Alors, la question, comment était formulée la question? Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi préférer de boire chaud pourrait poser... Oui, ce n'est pas un problème, justement. Peut-être que la question est mal formulée. Je vais voir. Oui, j'ai lu la question. Préférez-vous boire chaud que froid? Oui. Non, ce n'est pas un problème. Au contraire. Boire chaud ne constitue pas... Oui, pardon. Et oui, elle aurait dû être inversée. Boire chaud, mais non brûlant. Par rapport au questionnaire, en fait. Oui, c'est ça. Je me suis remise sur le questionnaire. J'ai regardé comment était posée la question. Parce que j'ai repris ces questions sur mes questionnaires et ils ne sont pas... Alors oui, j'aurais dû inverser chaud et froid. Préférez-vous boire froid que chaud? Excusez-moi, ça induit une erreur dans le raisonnement des oui. Comme je vous ai dit, si vous avez trois ou quatre oui, il faut se poser des questions. Non, je le dis, boire froid, préférer boire froid est plus soucieux que de boire chaud. Donc, voilà, c'est l'inverse qu'il faut prendre en considération. Excusez-moi. Si ce n'est pas clair, mon explication n'est pas claire pour la personne, qu'elle se manifeste par écrit. Je n'ai pas vu qui avait posé. Apparemment, elle a dit d'accord. D'accord, parfait. Ouais. Donc, il n'y aurait pas d'autres questions? Ça a été très clair, alors. Réaction, est-ce que je peux voir les questions, moi, discuter? Je crois qu'il y a 30, j'ai 30 Non, il n'y a pas de question, en fait. Ou peut-être que les personnes pourraient s'exprimer à l'oral? Pourquoi pas, s'il n'y a pas de questions à l'écrit, si nous avons encore un petit peu de temps.
Ah oui, c'est par rapport au fait de donner plusieurs vues au questionnaire. Oui, je suis en train de lire les questions. Merci beaucoup. Non, non, par rapport au fait de donner, je voudrais... S'il y a une question posée à l'écrit et que nous ne la voyons pas, manifestez-vous à l'oral. Mireille, Oui. vous avez donné la parole à tout le monde ou pas? Ah oui, oui, tout le monde peut Les s'exprimer, hein. micros sont coupés là. Mais ils peuvent remettre leur micro, hein, s'ils le souhaitent, D'accord, d'accord. Excusez-moi, hein, s'exprimer. je ne suis pas une professionnelle de Zoom pour la théorie, tout ça. Non, J'espère mais que ça devait être très clair, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Oui, questions. merci beaucoup. moi je veux bien poser des questions par rapport à la formation que vous proposez. Oui, allez-y. Oui, voilà. Donc j'imagine à travers la formation, vous allez expliquer en fait justement les saveurs, les natures, les trophismes pour pouvoir aider et ça nous permettra quand même à travers parce que c'est que 16 heures, mais ça nous permettra quand même déjà de pouvoir donner quelques conseils parce qu'en fait, bon, moi c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'alimentation et à la diététique chinoise. J'essaye de recouper pas mal de bouquins et voilà, parce que moi j'ai la diététique mais du yin et du yang, qui est plus simple, hein. Et c'est pas toujours simple justement d'y voir clair à travers tous les conseils qu'on peut glaner à droite et à gauche au niveau de la diététique. Et en fait, est-ce que vous donnerez des recettes de cuisine, enfin des recettes de cuisine parce que par exemple, en fonction des saisons, comme vous dites, on ne mange pas les mêmes choses. Et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de mettre à la fois, d'équilibrer un repas avec toutes les saveurs et en même temps que ce soit des saveurs de saison et en même temps que ça aille au trophisme. En fait, au final, c'est quand même assez compliqué quand même. Oui, ça peut paraître compliqué. C'est pour ça que je pense que démarrer seul, c'est vrai que je pense que démarrer seul, c'est compliqué parce que Ouais. il y a beaucoup de choses à prendre à jongler avec. Alors, c'est-à-dire qu'en diététique préventive, là, on ne s'occupe pas. Là, je suis partie sur la diététique préventive et la formation concernera la diététique préventive aussi. Parce que s'exercer déjà là-dessus, c'est déjà un peu, faut que ça devienne une habitude. Mais une fois que l'on connaît un peu ce qui est important, la manière de fonctionner, ce qu'il faut observer de soi, de l'environnement, de l'aliment, ça devient tout de suite plus clair. Et après, avoir un ouvrage avec le détail des aliments, non pas pour les bases fondamentales, mais avec le détail des aliments, tel aliment est de telle nature, de telle saveur, à tel tropisme éventuellement, et tout ça. Ça c'est important parce que ça, c'est pas quelque chose que l'on retient. On ne peut pas mémoriser tout ça. Et donc ça, avoir une Bible fiable. Après, même s'il y a quelques ouvrages qui ont quelques divergences dans ce qu'ils annoncent, mais ça ne va pas loin la plupart du temps, ça c'est fiable très fiable en deuxième temps et c'est très utile. Voilà, parce que moi je ne peux pas vous apprendre tout ça, bien sûr, même dans une formation aussi longue qu'elle soit, comme celle que j'ai faite, ça n'était pas du tout possible. Mais ça fait partie de votre expérimentation par la suite. Mais déjà, reprendre chaque point qui a été, et voir un peu plus détaillé ici, voir comment articuler par rapport aux saisons, voir comment articuler par rapport à un tempérament d'une personne, son tempérament intérieur, voir comment articuler par rapport à un état passager ou par rapport à un état plus chronique, voyez-vous. Voilà, ça, c'est l'objet de la formation. Des exemples de repas ou de plats, tout de plats peuvent être donnés. Des recettes, c'est pas une formation de cuisine non plus. Mais il pourra être ajouté quelques recettes, des choses comme ça, bien sûr, voilà. Mais pas des choses. Ce que je voulais dire, c'est concret en fait. C'est-à-dire que ça peut se mettre en place rapidement. Je veux dire, dès qu'on a fait la formation, ça
une fois qu'on connaît un petit peu, bon, voilà, après, on peut plus facilement. Absolument. Mais on commence déjà par soi, en général, par soi et son entourage, sa famille. Voilà, on observe des choses chez des gens que l'on connaît bien, tout ça, et on teste. Et on teste, voilà. C'est une expérimentation sur un temps. Voilà, moi, ça fait du coup ça fait 14 ans, presque 14 ans, et j'expérimente toujours. Voilà, alors bien sûr, il y a des choses c'est quelque chose d'évolutif, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui n'a pas de finalité. Il n'y a pas une finalité définitive. Voilà, c'est comme le shiatsu. Vous êtes spécialiste en shiatsu peut-être ou étudiante? Je vous entends pas. Oui, non, j'avais coupé le micro, j'ai du bruit. Oh, oui, non, je suis spécialiste en shiatsu, oui, en effet. Oui, depuis 2 ans, mais c'est vrai que j'essaye de donner des conseils en fonction de la saison. Voilà, comme là, on est en énergétique de la terre, donc plus tôt, voilà, saveur douce. Voilà, après, c'est du bon sens, hein, je ne m'aventure pas à donner des conseils très pointus, c'est du bon sens. Mais c'est vrai que moi, ça me donne envie d'en savoir plus, parce que c'est vrai que c'est très intéressant et complémentaire. Le programme de la formation sera affiché sur le site de IFSDA, pardon. Peut-être pas sur SPS, mais dès que les dates seront fixées, à ce moment-là, allez voir, et si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'avais vu quelqu'un tout à l'heure qui disait, qu'est-ce que j'ai dit? Attendez. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, c'est ça, quand j'ai parlé de la carotte, j'ai parlé de la carotte, il y a une question que j'ai vue là, je ne sais pas si... Marilyn, je ne sais pas si elle est encore en ligne. La carotte va au foie, voilà, c'est ça. La carotte va au poumon, au foie et à la rate. Si Marilyn est toujours en ligne. Ah bah, elle avait répondu merci tout à l'heure, c'est donc peut-être elle a quitté. Avez-vous un livre à conseiller? Bah, c'était Marilyn aussi, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc c'était Marilyn qui posait. Marilyn, c'était vous? Non, Sidonie. Non, c'était moi. D'accord. Merci pour... Ah oui, Marilyn. Donc pour la carotte, vous avez entendu? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce que j'ai dit? Par exemple, sur le déroulé, sur des choses qui n'ont pas été claires pour vous, des choses que vous aimeriez que je précise d'une manière assez courte, en tout cas? Non? Mireille? Bon, je pense que l'exposé a été très clair. Donc, D'accord. Bien, bien. Bon. de toute façon, peut-être si les personnes ont des questions ensuite, ils peuvent toujours envoyer un mail sur la boîte info et moi, je transmettrai. D'accord. Entendu. Oui, oui, et je répondrai. Oui, tout le monde dit que c'est très clair, hein. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. Zut alors, pas de questions. Voilà. C'est peut-être clair. Après, voilà, c'était une présentation transversale et surtout sur les bases, les choses les plus importantes à prendre en compte. Oui. Bon. Donc, on va s'arrêter là, peut-être? Oui. Tout le monde en fait, tout le monde a faim, c'est ça. Ça doit être ça. La faim. Donc, il y a Florence qui dit vivement la formation. Donc, de toute façon, comme l'IFSDA est partenaire du syndicat, les informations concernant l'IFSDA paraissent dans la newsletter. Donc, les personnes qui sont abonnées à la newsletter auront les informations sur la formation. D'accord. Et pour Voilà. les autres,
Pour les autres, donc, Pour les autres, il faudra aller sur le site de l'IFSDA. aller sur. Et donc, je vous remercie. Merci aussi à tout le monde. Merci de votre présence, de m'avoir écouté. Et c'est un plaisir pour moi. Merci Mireille pour cette assistance. Et merci Jacques. Je ne sais pas si Jacques est encore en ligne. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est là toujours. Endormi à table. Oui, peut-être. Je vous souhaite bon appétit. Beaucoup de choses à faire, Jacques. À tous, bon appétit. Écoute. À Comment? bientôt. Merci. Oui, à bientôt tous. Au revoir. Salut Sylvie. Au revoir. Bye bye.